heureux de vous retrouver ce dimanche 19 mars pour décrypter une fois encore l'actualité politique béninoise. Le 8 mars dernier, le professeur Joël Aïvo, détenu à la prison civile de Cotonou depuis près de 2 ans, a adressé une lettre à Séverin Quenom, ministre de la Justice et avocat personnel de Patrice Talon. Dans cette lettre, Joël Aïvo évoque les conditions de sa détention, mais aussi la situation de plusieurs détenus oubliés dans la malle arrière de la justice béninoise. Pour mieux saisir le sens à donner à cette lettre, nous avons invité pour vous M. Michaela Kassoumou, sociologue et analyste politique. Bonsoir, M. Kassoumou, et merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonsoir, M. Jules Jossou, bonsoir, M. Hugues Soupé, et bonsoir à vos téléspectateurs. Merci beaucoup. Notre deuxième invité, c'est M. Hugues Soupé, journaliste et militant des droits humains. M. Hugues Soupé vit en exil depuis le 6 mai 2019 à cause de ses opinions politiques concernant le régime de Patrice Talon. Bonsoir, M. Soupé, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, M. Jossou. Merci pour l'invitation. Bonsoir à Michaela Kassoum et de faire partie de ce panel pour ces échanges que je souhaite riches et intéressants. Merci. Merci aussi à tous nos internautes qui sont déjà connectés avec nous. Ils peuvent participer à l'émission par leurs commentaires, leurs questions dans le fil de cette vidéo live. Ils peuvent aussi appeler les deux numéros que j'ai en arrière-plan. Ils peuvent les utiliser pour des appels au moment opportun. Commençons cette émission par la forme de la lettre. Beaucoup d'observateurs reprochent au professeur Joël Aïvo de n'avoir pas interpellé directement Patrice Talon et d'avoir écrit à Séverin Quenom, qui n'est qu'un employé qui agit sur instruction. Monsieur Sossou, quelle observation, quelle est votre réaction par rapport à cette lecture que certains font de la lettre? Oui, merci pour la question. Et je dirais que, vous savez, il est facile de demander au professeur Joël Aïvo de parler directement à Patrice Talon. Tout le monde parle tous les jours à Patrice Talon. Les opposants à Patrice Talon lui parlent tous les jours, les populations lui parlent tous les jours. Tous ceux qui ont des choses à dire au président de la République, Patrice Talon, le lui disent tous les jours. Et je pense que le professeur Aïvo n'a pas voulu aller dans tous les sens. Il n'a pas voulu aller dans tous les sens et c'est ce qui justifie, selon moi, sa démarche de s'adresser à la personne responsable de la justice, à la personne qui conduit la politique de l'appareil judiciaire depuis un certain nombre d'années et sous Patrice Talon. Parce que c'est vrai, Patrice Talon est celui qui donne le ton, celui qui donne le mot d'ordre, mais il y a des exécutants. Donc, le professeur Joël Aïvo a voulu, pour cette fois-ci, par rapport à sa démarche, s'adresser directement à celui qui exécute, au responsable de la justice, qui n'est quand même pas un homme politique qui a été parachuté à ce poste. C'est quelqu'un qui connaît de quoi il s'agit lorsqu'on parle de justice, parce que, comme vous l'avez dit dans vos propos liminaires, Maxime Séverin Quenom, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, est, avant d'être ministre de la Justice, est avocat. Donc, ça veut dire quelqu'un, un praticien du droit. Il sait de quoi on parle lorsqu'on parle de justice. Donc, le professeur Aïvo a voulu s'adresser à un connaisseur qui est dans son rôle, qui est à son poste. Et donc, il ne fallait pas en faire un cérémonial et s'adresser au président de la République. Il faut s'adresser à celui qui tient le portefeuille et qui exécute les ordres depuis un certain nombre d'années. C'est ce que je pourrais dire par rapport à cette question. Merci beaucoup. Toujours sur la forme, M. Kassoumou, que pensez-vous par rapport à l'approche adoptée par le professeur Joël Aïvo d'avoir adressé sa lettre directement au ministre de tutelle de la Justice? Merci, M. Jules Jossou. Joël Aïvo, quand même, il est professeur titulaire de droit. Il est constitutionnaliste, c'est un cadre émérite, un cadre très talentueux de notre pays et qui ne peut pas s'amuser, d'ailleurs il ne s'est jamais trompé de destinataire quand il communiqué,
et quand il veut dire ce qu'il pense du pays, quand le moment était arrivé d'aller parler directement à notre peuple, on l'a vu sur le terrain. Et quand il a voulu parler en son temps à M. Talon, il a su lui parler. Et maintenant, cette fois-ci, là, il a affaire au ministre de la Justice quand même, parce que nous sommes quand même une république, et même s'il y a le chef de l'exécutif, le chef d'orchestre de tout cela, on le sait, c'est quand même mieux de dire voilà ce que je vis de l'intérieur de ma situation carcérale, et qui n'est pas une situation carcérale normale, et parce que je suis injustement condamné, et en plus de cela, ma dignité est bafouée, et il ne faut même pas voir, ce n'est même pas de lui, quand vous dites comme ça, quand c'est même mal parlé, c'est même mal posé, excusez-moi. Ce n'est pas d'abord lui. Quand le professeur, pour ceux qui le connaissent, vit de l'intérieur cette situation, quand moi je lis les 8 pages, c'est d'abord au peuple béninois qu'il a pensé, aux parents de ceux qui ont des parents en prison, et il se dit, mais la dignité est passée où il interpelle l'humanité du ministre de la Justice, et non pas qu'il donne la pitié, une certaine commisération, mais c'est qu'il lui demande plutôt de prendre ses responsabilités. Hein, c'est pour ça que il est payé par le peuple béninois. Merci. Revenons maintenant au fond de la lettre. De façon générale, après avoir lu les 7 ou 8 pages de cette lettre, M. Sosokwe, quels ont été vos ressentis, j'allais dire? Oui, déjà, je note qu'en prenant l'initiative d'écrire cette lettre et de s'adresser au ministre de la Justice, Maxime Séverin-Quenor, le professeur Aïvoire a d'abord fait un certain nombre de constats. Et je pense que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est le refus des députés, des élus du Parti des démocrates de lui rendre visite. Et il a subi beaucoup de choses. Et au-delà de sa personne, pour être resté dans le milieu carcéral depuis bientôt 2 ans, depuis plus de 2 ans, il est en train de constater qu'il y a un certain nombre de choses. Il y a comme l'a tenté de rappeler Michaela, le bafouement de la dignité humaine. Il n'y a plus le respect des droits humains. Il y a comme la chosification des personnes qui sont à la prison. Et quand on va à la prison, ça ne veut pas dire qu'on devient un sous-homme. Quand on est en prison, ça ne veut pas dire qu'on est condamné à être humilié et à être considéré comme un moins que rien. Et dans la plupart du temps, quand on va en prison, c'est pour se remettre en cause, c'est pour répondre de ses actes, c'est pour payer, c'est-à-dire assumer sa responsabilité devant un fait délictuel qu'on a commis ou non. Et donc, c'est l'État qui prend en charge, l'État a la responsabilité de mettre les prisonniers dans des conditions qu'il faut afin qu'ils purgent leur peine. On sait tous que le professeur Aïvoire, c'est un prisonnier politique. Et il n'est pas un criminel, c'est un prisonnier politique. Ça veut dire qu'il a été envoyé en prison pour ses opinions. Mais une fois là-bas, il a constaté qu'au-delà de sa personne, il y a des personnes qui sont en prison, mais qui ne sont pas respectées. Lui, il n'est pas respecté. Il en a toujours dit, mais après, il prend son calepin, il prend sa plume et il dresse le bilan de ses constats en prison. Et quand je lis la lettre, quand je finis de lire les 8 pages de cette lettre, le professeur Aïvoire n'a pas d'abord pensé à sa personne. C'est vrai qu'il n'est pas pour une situation personnelle, mais pour poser un problème général de l'appareil judiciaire de notre pays, pour poser un problème des conditions carcérales des détenus qui sont dans nos prisons. Donc c'est ma première observation à la lecture de cette lettre. Toujours, je vais prendre aussi, M. Kassoumou, vos premières impressions par rapport comment une vue globale sur cette lettre. Quand je lis les 8 pages du professeur Joël Aïvoire, ce qui me vient à l'esprit, c'est que je vis un peu du droit. Je sais que quand on parle des prisons un peu dans le monde, un peu partout, mais je ne pensais pas qu'au Bénin, on était encore à ce niveau, et tel que le professeur Joël Aïvoire le vécu, et il n'est pas le seul. On a aussi vu Rikat Madougou, la ministre honoraire du Bénin, Rikat Madougou, aussi qui parle du cas des Peuls et tout ça, et son propre cas. Donc là, on tombe des nues. Et ça me rappelle un peu, quand je vois comment le professeur Joël Aïvoire conduit, on sait comment il réfléchit, hein, comment il écrit aussi, il conduit son truc.
c'est finalement le Émile Zola. Ouais, vous, pour ceux qui ont lu la lettre de Émile Zola à Dreyfus, hein, je ne sais pas si vous voyez un peu. OK. S'il vous plaît, M. Kassoumou, j'ai l'impression que l'un de vous deux a comme l'émission en arrière-plan. Donc, on a l'écho de l'émission dans ce que vous dites. Donc, peut-être, je ne sais pas lequel parmi vous deux, pour diminuer, pour enlever le volume, quoi. Parce qu'on a l'émission comme en arrière-plan, le son. Est-ce que vous m'avez compris? Oui, non, c'est bon, c'est pas moi. Voilà, Ah, OK, c'est peut-être chez M. Soussou. Ouais. J'attends que vous me lanciez. Je pense que c'est bon, parce que lui, je pense que j'ai agrandi l'écran, ça va maintenant. OK, continuez maintenant. Je vais voir si y a un souci de vous. Voilà, je disais tantôt que la lettre de professeur Joël Aïvo me fait penser à J'accuse. Je ne sais pas si certains connaissent cette affaire où Alfred Dreyfus, du fait qu'il est de l'Alsace, on l'accuse pour un faux problème parce qu'on voit son écriture, pour un problème de ressemblance d'écriture, on l'accuse. Et finalement, à un moment donné, c'est vrai que dans ce cas précis, ce n'est pas Alfred, c'est pas lui-même qui prend le stylo, mais c'est Émile Zola qui écrit J'accuse. Et moi, les gens connaissent ce texte-là. Et quand on dit j'accuse, ce n'est pas forcément la personne de Dreyfus qu'on veut sauver, mais c'est de montrer quand même à quel point le gouvernement peut instrumentaliser le pouvoir et plus particulièrement les gens chargés de condamner Dreyfus en son temps. Donc, c'est ce que ça me rappelle de façon globale. Et ajouté à cela, je comprends comment on constate comment le ministre de la Justice, finalement, n'a jamais laissé la porte ouverte à la discussion. Et ça ne m'a pas surpris. C'est ce qu'on a toujours vu, même au sein du gouvernement, sans accuser l'exécutif, le chef d'orchestre, forcément, mais monsieur Soussou parlait de la dignité humaine. Et vous imaginez le professeur, bon sang, je ne rentre pas d'abord dans le détail de la lettre, et il est obligé d'aller recevoir des gens au niveau d'un truc là, d'une barrière et tout ça. Mais imaginez quelqu'un qui n'est même pas de ce rang-là. Et derrière, on va nous dire encore plus, et encore, on nous dit que tous les prisonniers sont traités de la même façon. Ouais, le fait que ça peut donner, ça montre que dans nos prisons là sont des mouroirs. Et il faut quand même se dire, donc, le problème maintenant, c'est d'attendre que les gars qui sont là, les prisonniers politiques là, peut-être meurent et qu'on verra à qui reviendra leur dépouille. C'est ce que je peux dire pour l'instant. Depuis son arrestation le 15 avril 2021 et son procès les 6 et 7 décembre de la même année, on ne l'a pratiquement pas entendu ou on n'a pas eu du tout son écho. Pensez-vous que le professeur Joël Aïvo a eu tort de ne pas dénoncer plutôt, pour se répéter, les torts qu'il subissait en prison, M. Sossoukwe? Non, je voudrais vous répondre, M. Jules Tassou. Donc, je pense que vous ne rendez pas bien compte des choses. Le professeur Aïvo s'était déjà plaint une fois des conditions de sa détention lorsqu'il a contracté le corona en prison. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de cet épisode où un document était sorti et où les médias ont relayé pleinement dans l'espace comment il a contracté le corona et les conditions dans lesquelles il a été détenu pendant cette période. Et ce n'est pas la première fois qu'il sort de son mutisme pour dénoncer les conditions de détention, et de cette condition de détention d'abord. C'est pourquoi, à votre précédente question, je disais que le professeur Aïvo n'a pas pensé qu'à lui dans cette lettre, et qu'il y a un fait déclencheur, c'est qu'on interdise aux députés du Parti Les Démocrates de lui rendre visite, qui, encore une fois, l'a amené à dresser cette fois-ci le bilan et adresser la situation des détenus dans nos prisons. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'a jamais parlé et qu'il s'est tout tué et que, voilà, cette fois-ci, il parle. Non, ce n'est pas la première fois qu'il parle. Voilà, je suis dessous. Oui, vous venez de l'évoquer, vous venez de parler de l'interdiction de la visite des députés du Parti des démocrates. Peut-être c'est ça qui a précipité la sortie de cette lettre du professeur Joël Aïvo. Est-ce que, actuellement, M. Kassoumou, il y a des raisons qui peuvent encore justifier qu'on empêche que des parents ou bien des amis puissent rendre visite à des détenus politiques? En principe, non. Et la visite, c'est bien normal. Même ceux qui ont commis des crimes, quand même, ont des parents.
Hein, il faut quand même, il y a un parloir pour ça, il y a une organisation de la structure pénitentiaire qui dit que c'est tel jour où vous prenez des gens en visite. Mais là, ce qu'on dit là, c'est à un moment donné, on interdit carrément aux gens de venir voir des prisonniers. Il ne faut pas oublier de qui nous parlons. Nous parlons de prisonniers politiques. Hein, il faut peut-être qu'on est allé très vite dans le débat, mais il le faut parce qu'on n'a pas assez de temps. Et voilà, le professeur Ivor qui dit, moi, j'ai une alternative contraire à ce que vous avez, hein, que vous mettez en avant, qui est la dictature du développement et dont le soubassement et la rage et la ruse sont les fondements. Il vient avec une autre alternative, il dit, bon, avant cela, je vais m'expliquer ça à notre peuple. Il a parcouru le Bénin avec ce que nous avons, ce qui a été appelé dialogue itinérant. À un moment donné, il finit ça, il veut candidater, on met, comme d'habitude, on en empêche. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, on l'empêche. Et à un moment donné, bon, les tous sont partis en vie, on a inventé des situations et on l'arrête. Comme vous le savez, on le kidnappe sur le pont de Godomain. Et je crois que ça a été Togudo, Godomain, quelque part. C'est ça, celui dont on parle, c'est lui. C'est comme ça, Joël Aïvo est là. Donc, si finalement on en arrive aujourd'hui et à savoir si les gens doivent être dans ces conditions, c'est-à-dire que le ministre de la Justice, je trouve bien même qu'il soit interpellé, il est toujours dans ses œuvres. Les policiers qui ont arrêté Joël ce jour-là ne sont pas, c'est pas leur propre chef qui se lève. Et pour aller arrêter Joël, le ministre de la Justice était au fondement de cette affaire. Et à un moment donné, ça a continué par le procès. Et on constate aujourd'hui qu'on transforme les prisonniers politiques finalement en des parias. Et alors que même le procès, d'abord un faux procès, tout le monde sait aujourd'hui que les gens, il n'y a même jamais un début de preuve administré dans le cas de Joël Aïvo et de Mme Ricard Madougou. Et aussi, bon, il y a même d'autres qui ne sont même pas carrément jugés. Et c'est de ce professeur-là que nous parlons, de ce compatriote-là que nous parlons. Donc, le ministre de la Justice, finalement, au lieu de faire le travail pour lequel le contribuable béninois le paye, mais son office, mais son ministère au service de la brimade, je ne sais même pas, de la violation des droits de l'homme, de la violation des droits des prisonniers politiques. Et je crois que le professeur Joël Aïvo a trouvé les mots pour le dire, non pas pour lui, parce que je vous précise bien, c'est là où j'ai été content que M. Soussoupé, quand même, qui est un bon journaliste, avec qui est très grande audience d'ailleurs, et me rejoint. Et on voit, c'est vrai qu'il démarre le truc par lui-même d'abord, parce que de toute façon, avant de parler des autres, quand même, il faut dire ce qui te concerne toi. Il se dit, mais c'est quoi ça? J'ai tué personne, on n'a jamais pu administrer de preuves comme quoi. Moi, j'ai voulu. Voilà, on dit, il y a un discours, et il y a des militaires qui doivent prendre le pouvoir, et finalement, on dit celui qui écrit comme ça c'est Joël, ça. Celui qu'on décrit dans le truc, dans le discours qu'on doit lire, c'est Joël. Et on dit c'est un militaire qui doit prendre le pouvoir. Est-ce que c'est Joël qui est un militaire? Est-ce qu'il est un militaire? Joël Aïvo n'est pas un militaire. Joël Aïvo n'est pas un militaire. Donc, les gens, il y a le ministre de la Justice, et on ne peut pas se tromper à la sortie de la lecture de ce que dit le professeur Joël Aïvo. Il est tout dans sa logique finalement. Il n'entend pas, on ne sait pas, il ne prend pas ses responsabilités qu'il faut. Voilà. C'est parce que le ministre de la Justice et des droits de l'homme, attention, hein, ne n'agit pas comme ça et ne répond jamais à quoi que ce soit. Merci. Dans sa lettre, le professeur Joël Aïvo a rappelé que c'est la raison évoquée par le ministre de la Justice pour interdire les visites, c'est le coronavirus. Mais les mesures d'interdiction ou bien les restrictions liées à ce virus ont été levées partout au Bénin. Monsieur Soussoupé, est-ce que vous pensez que c'est des arguments, si on met en guillemets, fallacieux pour empêcher ou bien pour maintenir le professeur Joël Aïvo dans son isolement? C'est pas ce que je pense, c'est ce qui est. Vous l'avez vous-même dit, on a levé les mesures restrictives par rapport au Covid depuis plus d'1 an. Mais le ministre de la Justice continue d'utiliser ça comme argument pour réduire les droits de visite aux détenus politiques. C'est fait preuve d'irresponsabilité, excusez-moi, et le ministre de la Justice n'assume pas clairement et n'assume pas sa position. Ce qu'il fait, il utilise la justice pour régler des problèmes politiques. Et c'est ce qu'il faut dénoncer, c'est ce que dénonce d'ailleurs le professeur Aïvo à travers sa longue lettre. Et ça ne s'entend pas que partout au monde. On a levé les mesures restrictives par rapport à la COVID, mais au Bénin, et plus précisément par rapport aux détenus politiques, en 2023, le ministre de la Justice continue de brandir cet argument pour interdire les détenus de visite.
Quand le professeur Aïvo dit dans son document qu'il est obligé de recevoir sa famille, ses enfants, ses 2 enfants et surtout sa femme, derrière les barreaux, derrière les grilles de la prison, vous voyez comment c'est humiliant. Ouais, alors que nous sommes déjà à un moment où tout le monde peut recevoir des visites. Même les criminels qui sont dans les prisons reçoivent des visites de façon tout à fait normale. Mais quand il s'agit du professeur Aïvo, il faut lui compliquer la tâche. Il faut qu'il reste debout dans l'allée de la prison civile de Cotonou et derrière des grilles pour pouvoir parler à ses enfants et à son épouse. C'est vraiment irresponsable et c'est utiliser la politique à des fins personnelles. C'est utiliser la politique et c'est utiliser la justice pour régler des problèmes politiques. Et c'est ce que le professeur Aïvo dénonce et c'est à ça qu'il appelle la conscience du ministre Séverin Massime Kelom. Il dit ça ne doit pas se faire parce que par le passé, ça s'est déjà produit au Bénin, mais nous avons vu la fin. Si on doit rester dans cette spirale de vengeance et utiliser la politique à chaque fois pour régler des problèmes et utiliser la justice ou bien les institutions de la République pour régler des problèmes politiques entre adversaires politiques, je ne pense pas que nous fassions du bien à notre pays. Et le professeur a rappelé dans sa lettre tous ceux qui ont fait ce genre de choses et les personnes qui ont été condamnées et ceux qui ont répliqué plus tard quand ils ont pris le pouvoir. Est-ce que c'est ce qu'on veut pour notre pays? Je pense que c'est à tout cela que la conférence des forces vives de la nation a mis fin en février 90. Mais malheureusement, il y a des personnes qui sont, je dirais, nostalgiques de la période révolutionnaire et qui pensent qu'ils sont en train de rendre service au Bénin ou bien à leur propre personne. Je pense que cette lettre devrait amener Séverin Massime Kelom à faire son analyse de conscience et à savoir qu'il n'agit pas seulement en tant que ministre, en tant que politique, mais il est également praticien du droit. Est-ce que c'est ce qu'on lui a appris à l'université? Est-ce que son parcours d'avocat, c'est ce que cela lui demande de faire? Vous voyez, c'est tout ça que le professeur évoque dans son courrier. Autre chose qu'on a pu relever dans cette lettre, le professeur Joël Aïvo déclare aussi avoir été gardé dans les toilettes publiques de la prison pendant des mois, enfermé 24/24, sans possibilité de promenade. Est-ce que les crimes qu'on lui reproche aujourd'hui justifient un tel traitement, M. Kassoum? Non, mais de toute façon, M. le juge Dossou, quels sont les reproches au professeur Joël Aïvo? On reproche au professeur Aïvo d'avoir voulu renverser le pouvoir en place, d'avoir blanchi de l'argent. Et je vous dis, et je ne suis pas le seul, c'est connu de tous aujourd'hui qu'il n'y a pas eu un début en 12 heures de procès expédié comme au tribunal de Nuremberg, un début d'indice disant que voilà, on condamne le professeur Joël Aïvo. Il le rappelle, je crois que c'est même une première fois qu'il le dit très clairement. Hein, il n'a pas fait appel, il n'a même pas joué utile parce qu'il se dit, mais ça c'est, on est où là? Celui dont on parle, il n'est pas avocat, mais il vient du droit, c'est comme un professeur titulaire de droit public, hein, et constitutionnaliste, il connaît la maison. Hein. Il avait en face même parfois ses étudiants, donc à qui on donnait des post-it, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Le ministre de la Justice était à l'œuvre il y a très longtemps. Et bien évidemment, tout le long du courrier, comme le montre le professeur Joël Aïvo, la COVID est un prétexte seul pour lui. Il ne se casse pas la tête. Et l'important, c'est que le prisonnier politique souffre. Et à sa suite, il y a l'un de ces subordonnés qui disent oui, c'est comme ça que dans nos prisons, tout le monde est traité. Non, ça dit cela montre jusqu'où on est parti dans le sadisme, hein, dans le traitement qu'on peut donner à nos prisonniers politiques. Et quand déjà, imaginez, je ne suis pas en train de faire les trucs à la tête du client. Si déjà les professeurs, le ministre honoraire du Bénin, de la justice, attention, a subi ces conditions, un professeur titulaire de droit, constitutionnaliste reconnu qui donne des cours un peu partout et consultant international, et subit ce sort, imaginons les jeunes qu'ils ont pris là, et majoritairement de la partie septentrionale du Nord, ça c'est encore une autre partie du débat, hein, ce n'est pas l'objet qui nous réunit là. Et imagine le sort qu'on réserve à ceux-là. Et donc là, il faudrait quand même comprendre que on ne peut pas, parce qu'on a les problèmes politiques, les mettre dans les toilettes, les entasser, et comme ça, ce n'est pas normal. C'est ça, le courrier qu'envoie personnellement le professeur Joël Aïvo au ministre de la Justice interroge sa profonde humanité. Il laisse de quoi? Il laisse quoi de sa profonde humanité? Et même si ça ne lui parle pas, il doit avoir des parents. Et aussi, c'est qu'il faudrait voir d'où il agit, ce ministre-là, d'où il vient.
Vous l'avez rappelé, c'est l'avocat personnel de M. Talon. Et aussi, on l'a vu, il y a encore il n'y a pas de jour, il y a des vidéos qui circulent qui montraient, il disait aux gens, quand même, si vous n'êtes pas d'accord, vos opinions vont à l'encontre de ce que les autoritaires et sanguinaires au pouvoir ont, mais défendez, on est obligé de se défendre, on est obligé quand même de proposer autre chose. Donc, c'est ce que, pourquoi maintenant ceux qui proposent autre chose, ça devient un problème pour lui. Mais il faudrait au moins, le minimum qu'on lui demande au moins, c'est d'être cohérent d'abord pour commencer. Merci. Toujours dans la lettre, Joël Aïvo évoque aussi la situation de ces étudiants qu'on empêche d'une manière ou d'une autre à rester en contact avec lui. Est-ce que sa situation personnelle aujourd'hui est incompatible avec sa mission d'enseignant ou sa mission académique, M. Sossoukwe? Non, la question est malvenue. La question ne devrait pas être posée comme ça. Et le professeur Aïvo ne demande pas à continuer à être enseignant, excusez-moi, depuis sa cellule. Et il pose le problème des visites. Et il pose le problème des visites. Dès l'instant où on lui permet, on l'autorise à recevoir des visites, que ce soit ses étudiants ou pas, il va recevoir des gens avec qui il va échanger. Maintenant, si ces étudiants sont dans le lot des personnes qu'il rencontre, il va leur donner des conseils par rapport à leur formation et autres. Donc, la question posée telle, c'est comme si, bon, depuis sa cellule, depuis la prison civile de Cotonou, il continue d'être enseignant et qu'il travaille de façon normale. Non, non, non. Et je pense que le professeur a une pédagogie et même, bon, s'il n'est pas là, il a des assistants qui peuvent continuer son travail, mais il continue d'exiger que les conditions de visite soient des conditions pour tout le monde, et même pour tout le monde, afin que lui puisse recevoir les uns et les autres. Et en l'occurrence, si ces étudiants viennent, qu'ils puissent les recevoir et échanger avec eux. S'il s'est obligé de donner et d'appuyer sur l'aspect étudiant, aspect formation, je pense que c'est pour dire une fois encore que les conditions de visite, l'interdiction des visites n'est pas du tout une violation flagrante des droits d'un détenu et du détenu qu'il est. Oui, alors, OK. Donc, on en déduit quand on regarde, on a parlé de la situation des étudiants, on a parlé de son épouse et de ses enfants. Est-ce qu'on comprend par là qu'on a un régime, est-ce qu'il y a un régime spécial qui est adopté ou bien qui est instauré à l'encontre du professeur Joël Aïvo, selon vous, M. Kassoum? Bien sûr qu'il y a un régime spécial, parce que celui dont on parle n'a pas commis de crime, il n'a tué personne. On n'a jamais pu démontrer qu'il a voulu renverser le pouvoir en place, qu'il a blanchi de l'argent, on n'a rien démontré. Donc finalement, on se rend compte qu'il y a un acharnement contre sa personne. D'abord, ça fera bientôt 2 ans que le professeur Joël Aïvo est arrêté illégalement parce qu'il a voulu proposer une alternative à au régime qui est là. C'est tout, c'est ce qu'on reproche au professeur Joël Aïvo. Sinon, si ceux qui sont là étaient convaincus d'autres choses il y a longtemps qu'ils étaient venus nous le dire. Et on sait comment ils sont forts dans la publicité. Il y a un régime spécial, bien sûr. Ouais, vous imaginez, je suis détenu politique et je dois recevoir les enfants de Joël dont on parle là. Ce ne sont pas des enfants de 20 ans, 25 ans. Hein. Monsieur Juge Ossou, ce n'est pas des enfants de 20 ans, 25 ans. Mais je peux voir mon père qui me montre ses valeurs familiales. Attends, je vais aller voir. C'est quand même l'enfant de Baba Yabor. Hein? C'est quelqu'un qui vient peut-être d'une tradition familiale donnée où le prestige, où c'est la réussite. Ce qu'on appelle en sociologie, c'est une transfusion plus ou moins de classe. Hein? C'est quelqu'un c'est pas un fils à papa. Et politique comme on a là au pays, là, et finalement, c'est le fils à papa dans notre pays qui bombe le torse, au lieu de se taire, sont eux qui parlent. Non, il s'est fait, mais il vient du famille, il s'est fait tout seul. Et c'est cette valeur que Joël montre à ses enfants. Et c'est ces petits-là qui viennent, et ils doivent recevoir le papa qui a réussi. Quand même, il est un intellectuel, il est quelqu'un qui est respecté. Et parce que le papa veut faire la politique et il veut le soir debout. Pourquoi est-ce que ça, quand sa femme et ses enfants vont chaque fois et retournent à la maison, ce que ça donne? Et maintenant, le ministre de la Justice, lui, doit à côté de sa femme, mais de ses femmes, il ne sait pas combien il en a. Et il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, je vois même, il n'y a même pas autre personne à interpeller à part ce ministre de la Justice-là. Ouais, et ça, c'est vraiment
C'est du sadisme. Il n'y a pas autre mot. Peut-être que je vais trouver un autre mot plus léger. Un détenu politique, il y a une manière de le traiter. Il n'a rien. Vous l'avez mis là. Parce que, qu'on le voit ou non, les détenus politiques notoires de notre pays, y compris ces étudiants même qu'ils ont arrêtés là depuis, donc personne ne s'en fout de leur avenir et tout. Mais ils sont devenus, comme on le voit là, c'est une assurance vie. Et pour le pouvoir en place, en commençant peut-être par le ministre de la Justice là, et ça pose un gros problème. Et c'est pas, quand on le dit, ce n'est pas la personne privée. Voilà, il faudrait que je le précise bien. Parce que dans notre pays, souvent, on commet une erreur. Pas une erreur, mais peut-être que c'est de mauvaise foi. Quand nous parlons là, ce n'est pas la personne privée du ministre de la Justice là. Moi, je ne le connais pas. Je ne l'ai même jamais rencontré. Bon, je l'ai vu une fois, oui, je l'ai vu à Genève, quand j'étais à la Commission des droits de l'homme qui parlait de la discrimination en août passé. Je l'ai vu de loin. Voilà, disons. Ce n'est pas sa personne privée qui pose des problèmes. Et quand le Bénin l'investit, le Bénin lui dit, vous êtes ministre de la Justice, vous êtes ministre de la Justice du Bénin, voilà comment le ministre de la Justice fonctionne et le ministre de la Justice des droits de l'homme, c'est tout. Donc, il y a un régime spécial et c'est ce qu'il faut chercher à lever, non pas pour le professeur Joël Aïvo seul, mais aussi, peut-être qu'on va en venir, vous voyez, le travail de terrain que le professeur a fait au sein de la prison. Non pas qu'il est peut-être pas allé voir les gens, mais c'est là, ça, c'est le professeur Joël Aïvo. C'est sûr que chacun, les gens ont soumis leurs problèmes et tout ça, après, c'est normal. Et ce n'est pas parce qu'on est en prison qu'on ne fait pas son devoir de citoyen. Hein? Le devoir de citoyen, c'est un peu ce que rappelle le journaliste communicant et Sosouper. Il dit, mais ce n'est pas parce que tu es en prison que finalement on ne va plus te rendre visite. Et on ne peut pas faire le tri entre ceux qui viennent te voir forcément. Donc, maintenant, parlant pour revenir à ces doctorants-là, est-ce que entre les doctorants et le professeur Joël Aïvo qui est demandeur? J'ai vu des discussions dans les cercles où on dit, mais au moins, il n'a rien demandé. Donc, c'est des doctorants qui connaissent la compétence du gars. Est-ce que là où la compétence est, quand tu veux réussir, il faut aller chercher ça. Voilà, c'est ça qui amène ces doctorants-là. Mais voilà, vous venez, votre professeur là, donc vous considérez, il vous reçoit debout. Donc, le ministre de la Justice, il est dans sa logique, et finalement, de corser les choses, d'humilier, ça c'est l'humiliation. Je ne sais pas sinon, je ne sais pas, il n'y a pas de mot. Donc, son sadisme vise à humilier les gens. Et je ne suis même pas sûr, peut-être qu'on ne lui a même pas demandé ça. Peut-être c'est possible. Pourtant, je suis un opposant à ce régime-là. Et puis, je suis peut-être qu'on ne lui a pas demandé ça. D'ailleurs, découvre peut-être dans les papiers là comment il agit. C'est possible. Merci. On aurait pu penser au lendemain du procès en décembre 2021, ce qu'on peut appeler cette cabale, cet acharnement politique aurait pu s'arrêter dès sa condamnation. Mais pourquoi aujourd'hui, ça continue même à l'intérieur des murs de la prison civile de Cotonou, selon vous, M. Sosouper? Oui, moi, je ne vais pas m'éloigner de l'essentiel. Qui veut dire quoi? Je le précise à nouveau. Le professeur Aïvo ne parle pas que de sa condition dans cette lettre. Et si acharnement, oui, il y a acharnement contre le professeur Aïvo. Mais avant le professeur Aïvo, il faut remarquer, après l'étude de ce document, qu'on a souvent traité les détenus comme ça. C'est à croire que dans nos prisons, lorsque vous êtes prisonnier, vous n'avez plus de droits. Et c'est ce que le professeur dénonce. Parce qu'un jour ou l'autre, le professeur sera libéré. Mais après, les autres qui iront en prison, plus tard, bien ceux qu'il va laisser en sortant de prison, leur sort. Donc, il ne pense ça plus et il parle pour tout le monde. Et, bon, moi, je ne suis pas étonné des acharnements que le professeur subit à la prison, bien dans sa cellule. C'est normal, puisque nous sommes dans un régime qui le voit comme une menace permanente. Et Kassoum l'a souvent rappelé, il propose une alternative. Il dit, voilà, nous devons revoir les conditions de gouvernance. Il propose de nouvelles choses. Ce n'est pas bon à entendre pour ceux qui gouvernent actuellement. Et donc, il faut lui casser le moral, c'est ce qu'on dit en langage militaire. Il faut lui casser le moral, il faut qu'il oublie ce projet, mais c'est le renforcer davantage. C'est le renforcer davantage. Et si je dois répondre brièvement à votre question, les raisons qui pourraient justifier tout l'acharnement qui continue de subir à la prison, c'est juste parce qu'il fait peur. Il fait peur parce qu'on sait que c'est un monsieur qui est prêt et qui veut s'engager jusqu'au bout et à qui rien ne fait peur. Donc, lorsque on vous a poursuivi, lorsqu'on s'acharne contre vous, mais malgré ça, vous tenez bon, vous faites peur aux adversaires. Le procès va faire du peur. Donc, il faut au maximum le réduire et malgré qu'il soit en prison, l'humilier davantage. Mais ça n'émousse pas la donne du professeur qui est passé en tant que militant et aujourd'hui
homme politique le plus suivi au Bénin. Aujourd'hui, il a gagné beaucoup de cœur. Il est cité parmi les personnes vis-à-vis de qui sur qui il faut compter pour les années à venir. Donc, quand vous avez un adversaire comme ça, vous avez peur. Je pense que c'est la peur qui fait qu'on utilise l'appareil judiciaire pour l'anéantir davantage. Vous l'avez dit, vous l'avez remarqué, vous deux aussi, que le professeur Joël Aïvo est parti de sa situation personnelle pour évoquer des cas beaucoup plus, des cas alarmants. Il a cité, par exemple, il a cité l'exemple d'un monsieur de 80 ans qui est en prison, qui est arrêté dans le cadre des élections de 2021, mais qui est toujours détenu. Mais si on lit à travers les livres, c'est que la santé de ce monsieur se dégrade progressivement. Mais comment on peut continuer à justifier que ce monsieur qui, a priori, est inoffensif peut continuer à rester dans les murs de nos prisons? Monsieur Kassoum. Oui, quelqu'un de 80 ans, c'est pas... Peut-être qu'il constitue... vous cherchez très bien, ce monsieur doit être... Il a beau avoir 80 ans, mais il doit être un acteur individuel majeur dans son coin. Ça, c'est sûr. Il doit être un politique influent, une personnalité politique influente qui n'épouse pas forcément l'idéologie du cartel du parti qui est au pouvoir. Ça, c'est sûr. Donc, pour ça, le ministre de la Justice, peut-être que lui, dans sa logique, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je dis peut-être qu'il veut que certains en meurent pour que finalement on sache vers où il a leur dépouille. C'est le gouvernement qui gagne leur dépouille, ou bien en tant que prisonnier politique, finalement, qui conserve, ou bien il détruit les corps aux parents. Sinon, vous imaginez, c'est même inadmissible. Cherchez à savoir, quelqu'un de 80 ans, malade. Le professeur Joël Aïvo n'est pas quelqu'un qui a l'habitude de dire des bêtises, excusez-moi. Il est très sérieux dans ce qu'il dit parce qu'il sait qu'il vient du droit, il sait qu'on peut aller vérifier. Comment on peut prendre du plaisir à garder quelqu'un de 80 ans si ce n'est pas que cette personne ait une assurance vie et pour les gens qui le gardent? Il y a un problème. Il y a un temps, il y avait le doyen, notre papa, notre respectable ministre honoraire, Oudouali aussi, on disait il est âgé, tout ça. Bon, finalement, ce n'est pas par quelle magie, parce que notamment, on laisse les gens quand on veut. Et je vous assure, c'est sûr que ce monsieur de 80 ans, personne n'allait le voir depuis. On attend sa mort, et ce n'est même pas fini. Vous citez ce monsieur, c'est que le travail formidable que le professeur Joël Aïvo fait, c'est qu'il va lever ce cas. C'était au moins lui, c'est un politique, on a vécu, c'est dans le cadre des élections qu'on a quelqu'un de 80 ans. Je me demande, même nos policiers là, qui sont formés à arrêter des gens de 80 ans, c'est pas, c'est pour en faire quoi? Encore que le gars n'a pas escaladé les murs pour aller voler des câbles des gens sur les gens. Autre chose, c'est qu'il y a d'autres. Je ne sais pas si vous allez en revenir, mais moi, on peut quand même le dire tout de suite. Il y a des gens qui ont fait 20 ans, là, ils n'ont jamais été écoutés par qui que ce soit, à un moment donné, même ceux qui le conseil ont dû les abandonner. Il y a le cas de monsieur Gougan Issa, il a fait 20 ans, il est gardé préventivement. On l'a même oublié, ça c'est des oublis, il ne faut pas se leurrer. Ce qui les intéresse, c'est les prisonniers politiques. Chaque matin, on va voir. Et si là où le poteau où ils reçoivent les gens là est bien là, et si le vieux de 80 ans est encore rougissant au sol, malade, et maintenant, il y a M. Kinda Ulrich qui a 18 ans, il est là. On dit 5 ans minimum pour même quelqu'un qui a commis un crime. Il faudrait qu'on les écoute même pour dire au moins, voilà, vous condamnez à temps. Il y a M. Sedovant, je lis là, Thomas, 10 ans, il est là en prison, on l'a oublié. M. Honorou Eski, 13 ans. Il est quand même temps que M. le ministre de la Justice, que le Bénin paye depuis là, qu'on lui pose des questions pour savoir il est payé pour faire quoi. Est-ce qu'il est payé pour garder des gens comme ça? Il y a du boulot à faire. Hein? Il y a du boulot à faire. Ce n'est pas que de s'acharner sur des prisonniers politiques. Il y a du travail à faire. C'est vrai que, comme le président le professeur Joël Aïvo le rappelle, mais c'est à sa responsabilité, il appelle le ministre de la Justice. Ce n'est pas autre chose. Je ne sais pas, mais il ne le dit pas. Quand moi je lis sur son papier, ce n'est pas la personne privée du ministre de la Justice là, qui pose problème. C'est qu'il fasse le boulot pour lequel le contribuable béninois le paye. Le Bénin n'est pas une royauté, c'est la République et c'est l'argent du contribuable qui paye ce ministre-là. Voilà. Et à la suite du professeur Joël Aïvo, moi je l'appelle à son humanité. Et ça peut ne pas lui parler, mais il a quand même des parents. C'est dommage qu'on en arrive là, parce qu'on n'a même pas besoin de parler comme on parle de façon vulgaire là, mais quand le débat arrive comme ça, où un humain, et qui a ses sens, vous écrivez un papier comme ça, il faut s'arrêter pour dire mais il y a un problème. Et au-delà même de nous autres qui analysons les faits, mais ça doit interpeller la classe politique béninoise pour dire mais il y a quand même un gros problème. C'est très sérieux.
Et il ne faut pas commettre l'erreur. Si on commet l'erreur, il se focaliser seul sur la personne du professeur Joël Aïvo, mais c'est une grosse erreur. Et ce n'est même pas ça qui est important aujourd'hui. Hein. C'est M. Ouessou Loukman là, et M. Bakari Kamal, et ainsi de suite, qui sont là, les gens qu'il a cités, le monsieur de 80 ans, hein, et aussi les personnes qu'on a arrêtées, les étudiants. Hein. On ne se soucie même pas de leur vie, on s'en fout complètement. Et c'est ça qui ça pose problème. Merci. Monsieur Soupé, sur le cas de ces oubliés-là, les gens qui sont dans nos prisons depuis 10, 20 ans et qui sont là, que la justice a complètement oublié, où est-ce qu'il faut tirer la ficelle pour que ça bouge, pour que la situation de ces Péninois-là soit étudiée, soit ils sont innocentés et puis ils sortent de la prison, où on les juge, on sait combien d'années il leur reste à faire. Où est-ce qu'il faut tirer la ficelle pour faire bouger ces cas-là? Il faut tirer la ficelle là où Joël Aïvo l'a tiré. C'est le ministre de la Justice. C'est la justice qui doit faire son travail. C'est l'appareil judiciaire qui doit faire son travail. Et Joël Aïvo fait bien d'attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur ces cas. Avant le procès Joël Aïvo, moi, j'avais déjà évoqué des cas. J'ai évoqué le cas de M. Issa Gaugan, qui a fait 20 ans et qui n'a jamais été jugé. C'est grave. Mais que le professeur Aïvo le dise aujourd'hui, je pense que ça va donner encore plus d'écho à cela, parce que lui, il est là, il les voit, il discute avec eux, il sait ce que c'est des détenus vivre. Et au-delà du cas, ce qu'il faut remarquer là, c'est qu'au Bénin, les personnes en détention préventive voient leur peine se muer en détention à perpétuité. Les détentions préventives deviennent des perpétuités. C'est grave pour la réputation de la justice. Et il se trouve aujourd'hui que le ministre de la Justice, en plus, soit un avocat. Ouais, c'est là où je ne comprends pas comment il ne peut pas comprendre ce qui se passe dans les milieux carcéraux et prendre tout de suite ses responsabilités et agir. J'espère qu'avec ce document du professeur Aïvo, cette lettre de 8 pages du professeur Aïvo, la justice va rapidement se mettre au travail et libérer ces personnes qui sont détenues et depuis 10, 13, 15, 20 ans, ou soit passer au jugement et que ces personnes sachent exactement leur peine et puissent les purger et sortir. Au-delà de ces personnes, il y a les étudiants qui ont été arrêtés depuis 2021 dans le cadre de ces élections, dans le cadre des élections présidentielles, mais par rapport à qui personne ne dit rien. Tous les 3 mois, on les appelle pour aller signer un papier et ils retournent en prison. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là, mais c'est grave. Il y a le cas d'un jeune que tout le monde connaît, c'est Thibaut Ogou. Thibaut Ogou est là, personne ne lui dit ce qu'il a fait. Tous les 3 mois, on l'appelle pour aller signer un document et il vit dans des conditions qu'on ne peut pas décrire. Qu'est-ce que les notes veulent finalement? Que veut la justice béninoise par rapport aux justiciables? Que veut-il faire des prisonniers? Je pense, pour moi, hein, et je l'ai souvent dit, pour le clan Talon, les prisonniers politiques doivent être considérés comme des otages et qu'il faut échanger lorsque le gouvernement a des problèmes et qu'il veut les échanger contre des solutions. Mais c'est grave. Et c'est grave, il faut qu'on leur rappelle ça à longueur de temps. Ça, ce n'est pas le travail, ce n'est pas que le travail du professeur Joël Aïvo. Ça, c'est le travail des leaders d'opinion, c'est le travail des journalistes, c'est le travail de la société civile. Chacun doit pouvoir faire son travail afin que tout se passe bien. Et le professeur Aïvo fait bien de toucher le problème là où il le faut pour que ça bouge. Et j'espère que d'ici quelques semaines, quelques mois, on aura de bons échos par rapport à cette action sanitaire et que le professeur de droit et détenu politique, otage du pouvoir Talon, a posé. Concernant toujours le cas de ces étudiants qui ont été arrêtés dans le cadre en marge des élections de 2021, où juste là, ils ne sont pas jugés. On sait, si on prend le cas du professeur Joël, on sait au moins que, même si on peut parler de parodie de justice, on l'a envoyé devant une cour de justice pour le mettre dans un coin, si on peut s'exprimer comme ça. Mais ces étudiants, est-ce que c'est au niveau de leurs avocats, est-ce que c'est les avocats qui n'agissent pas ou c'est le gouvernement qui comme vient de le dire M. Sosokwe, qui veut les utiliser à des fins politiques plus tard? M. Kassoumou.
Oui, monsieur Jules Jassou, on lit dans la presse quand même qu'il y a même l'UDPH qui, chaque fois, est aux côtés de ces jeunes-là qui ont été arrêtés. Il y en a peut-être même qui ont pu avoir les moyens d'instruction des avocats personnels, mais ce n'est pas ça. Moi, je l'ai dit, aujourd'hui dans notre pays, et M. Soussoupé, chacun dit des choses avec ses mots, l'a dit aussi, ces otages politiques, ces prisonniers politiques, sont devenus l'assurance vie du régime en place. C'est-à-dire c'est des gens qu'on garde pour avoir la sensation de réconfort, que quelque part, on a gagné les élections, alors qu'on a créé des conditions pour débarrasser le terrain et des gens qui pouvaient parler, de débarrasser des gens, des leaders d'opinion et des acteurs individuels majeurs, et on les met en prison. Mais ce n'est pas sûr. Ce que ce ministre de la Justice qui oublie 20 ans, c'est vrai qu'il y en a qui étaient là, l'administration était une continuité. Je vois là, je n'ai plus le temps tout de suite. Monsieur Soussoubé parlait de voile, ils sont là depuis 2013, ainsi de suite, mais l'administration est une continuité. Il y a du boulot, c'est-à-dire l'administration pénitentiaire ne travaille pas, soit ils sont débordés, ils ne veulent pas fonctionner. Ce qu'on constate quand même, c'est que malgré tout ça, ce travail qu'il y a, on a le temps de faire une justice expéditive pour les gens qui n'ont rien fait, qu'on a kidnappés, et qui doivent même se rendre illégalement demain. Et on s'acharne et finalement sur des jeunes. Et ces jeunes-là, sans doute, ils sont des avocats, ça c'est sûr. Il y a au moins le DPH qui va à leur côté. Mais ce n'est pas le souci du gouvernement. Ils vont vous dire qu'ils ont du temps devant. Et de temps en temps, c'est ainsi qu'on atteint 20 ans. Ouais, on atteint 20 ans et on oublie les gens et on n'en a rien à foutre. Heureusement qu'on ne demeure pas éternellement ministre. Ouais, et moi, je me rappelle, il y a d'autres qui ont été ministres avant. La preuve aujourd'hui. Et on a dû trouver sur des motifs fallacieux pour mettre une ministre honoraire en prison. Et c'est avec le temps, tout va se savoir. Et ça commence par ce que fait le professeur. Et c'est parce que c'est quelqu'un qui est dans la recherche, qui est dans la production intellectuelle. Et ce qui fait une grande contribution à l'avancée de la justice dans notre pays. Et qu'on le veuille ou non, hein, le test ne fait que 8 pages. Mais je vous assure qu'un jour, il y a un professeur qui va le sortir devant les universités et faire un cours avec ce papier-là. Parce que quand moi, je suis sorti de ce truc, c'est du j'accuse que je vois. Quoi. Et la personne a tout trouvé. C'est l'avocat personnel du chef de l'État transformé en ministre de la Justice et qui finalement se transforme en quelqu'un qui doit liquider systématiquement, saper le moral de l'ensemble des détenus, et particulièrement des détenus politiques. Et donc, voilà, ils sont des avocats, mais ce n'est pas la priorité du gouvernement. Donc, c'est comme des gens qui sont là, il faut échanger toujours comme quelque chose. Hein, il faut les échanger. Or, vous savez pertinemment que les gens n'ont rien fait. Ça fait que même si ces jeunes-là commencent à devenir très encombrants pour le régime en place avec l'ensemble des détenus politiques qui y a là. Parce que, et ça fait sourire parce que vous voyez dans les forats, vous sortez, les gens tournent aujourd'hui de maintenant, mais c'est qu'ils n'ont plus rien à faire. Vous avez fait votre show, vous avez gagné vos élections comme vous voulez, vous bombez le torse. Maintenant, il est temps de laisser les gens, quoi. C'est des humains comme vous. Notre pays n'est pas une royauté. Notre pays, on se dit, notre pays est comme une république. En tout cas, juste après le contraire. Et même s'il y a une partie du pays qui dit que nous, on ne va pas laisser le pouvoir, et quand on regarde, effectivement, ça, c'est encore au propos, ça fait la deuxième fois que je le dis, je l'assume complètement. Et quand on regarde dans ces jeunes-là, la majorité sont de la partie septentrionale de notre pays. Et ça pose problème. Et là, il va falloir quand même que le ministre de la Justice la fasse quelque chose. Et soit il se met à expliquer, mais pourquoi quand même il y a plus de gens de la partie septentrionale du Bénin dans ce truc-là, parmi ces jeunes-là. Parce que nous parlons des jeunes. Hein, comme je vous l'ai dit, le papier de professeur Joël Aïvor ne doit pas se cantonner à lui seul. C'est pour tout le monde. C'est l'occasion. Et quand l'élite, quelqu'un de l'élite intellectuelle parle, il va falloir que derrière, on analyse tous les tenants et les aboutissants. Ce n'est pas parce que le professeur Joël Aïvor en prison qu'il n'est plus c'est-à-dire un intellectuel de qualité du Bénin. C'est d'ailleurs même parce qu'il est un intellectuel de qualité qui pose sérieusement problème. Merci. Donc, on a parlé de la situation du professeur Joël Aïvor qui est comme une porte ouverte sur tous les détenus dans nos prisons et qui, à travers cette lettre, on a vu un peu la vie carcérale. Mais au-delà de ça, dans la crise politique qu'on vit au Bénin depuis 2019, on a le cas, parce qu'on va pratiquement à la fin de l'émission, on a le cas des exilés politiques. On a certains qui sont dans les pays limitrophes à côté, Nigeria, Togo, mais il y en a d'autres qui sont un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour aider? Parce qu'on ne sait pas toujours dans quelles conditions vivent ces Béninois qui sont, malgré eux, à l'extérieur de notre pays. On ne sait pas dans quelles conditions ces Béninois vivent. Monsieur Soussoupé, je l'ai dit dans votre présentation, vous faites partie de ce lot.
comment on vit aujourd'hui en tant qu'exilé politique et qu'est-ce qu'il faut faire, que ce soit sur le plan interne ou à l'extérieur du pays, pour aider à permettre à tout ce monde-là de retourner sur la terre de leurs ancêtres. M. Sosokwe. Oui, vous savez, et je le dis souvent à ceux qui me posent la question que vous venez de me poser, que lorsque vous sortez de votre pays, malgré vous, moi, je ne suis pas sorti du Bénin de mon propre chef. Je ne suis pas sorti du Bénin, je ne suis pas allé en aventure. J'ai été contraint. Et donc, lorsque vous êtes contraint et que vous sortez du pays malgré vous, et vous n'êtes jamais heureux, hein, parce que vous vivez chaque jour en pensant au pays, vous vivez chaque jour en regardant, en vous posant la question de savoir quand est-ce que je vais retourner dans mon pays et un homme libre. En fait, je pense que ça doit être le sentiment de toutes les personnes qui sont des exilés politiques. Et même hors des territoires, vous faites beaucoup attention. Et vous évitez de vous rendre dans certains milieux, vous évitez on est suspicieux, est-ce que c'est le mot juste? On vit constamment dans la peur. On fait l'effort de se construire son monde et voilà, on vit dans ce monde parce qu'on sait qu'on est une personne qui a des problèmes avec un État et n'importe qui peut venir de n'importe où et vous agresser ou bien attenter à votre vie. Donc, tout exilé est une personne qui vit difficilement là où il est et qui vit et aussi en pensant chaque jour à son pays et qui se pose la question de savoir comment il va retourner dans son pays. Ensuite, à la seconde question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire à l'interne, je pense qu'il est nécessaire pour régler les problèmes politiques, il faut des solutions politiques. Et la solution politique qui s'offre à tous, qui s'offre au régime en place, s'il veut vraiment des solutions, c'est la loi, une loi d'amnistie. Il faut amnistier les gens, il faut permettre aux gens de revenir, il faut ouvrir le dialogue, il faut prendre une loi dans ce sens. Et aussi bien pour les exilés que pour les prisonniers politiques, je pense que c'est une loi d'amnistie qu'il faut prendre et régler le problème. Parce que je le dis, hein, les forts d'aujourd'hui pourront devenir les faibles de demain. Et les faibles d'aujourd'hui pourront devenir eux aussi les forts de demain. Est-ce que nous souhaiterions que la tradition de la voyance se perpétue? Je pense que c'est les questions qu'on doit se poser. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, moi, en tout cas moi, pour ce qui me concerne, je dis toujours une chose. Ce que nous faisons, que nous soyons de l'opposition, de la mouvance ou de la société civile, nous le faisons en pensant à notre pays. C'est au nom du Bénin que chacun de nous pose des actes. C'est pour le Bénin que nous disons poser des actes. Donc, pour le Bénin, ne créons pas des crises, des tensions qui feront de sorte que demain, nous ne puissions pas nous voir et nous regarder en face au nom du Bénin. Et donc, que ceux qui utilisent le Bénin pour priver d'autres personnes arrêtent cela et prennent une loi d'amnistie et règlent les problèmes politiques, libèrent les prisonniers politiques et permettent le retour des exilés politiques et de ceux qui sont en exil pour leur opinion. C'est ce que je peux dire. Monsieur Kassoumou, sur la même question, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui par rapport à nos compatriotes? Certains sont même à l'intérieur du pays, mais qui sont dans la clandestinité, d'autres qui sont dans les pays limitrophes, qui sont des exilés qui sont déclarés, qu'on connaît plus ou moins. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour pouvoir permettre à tout ce monde-là de se retrouver, de se mettre ensemble pour construire un autre Bénin, un Bénin où tout le monde est libre d'entrer et de sortir et de se sentir libre chez lui? Merci, M. Johnson. Moi, ce que je vois déjà, vous ne pouvez pas être en face des gens qui refusent de dialoguer. Ce n'est pas possible. Le problème qui se pose avec le régime en place, c'est le refus du dialogue. Or, c'est du dialogue que jaillit la lumière, la vérité et sur les choses. Donc, tout le monde reste dans leur coin et se croit le plus intelligent du pays. Non, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Il arrive à un moment donné pour résoudre cette situation. Moi, je le dis tout le temps, on peut utiliser le ton, souvent un ton quand même qui m'est propre, mais j'en reviens souvent toujours au dialogue. Et aujourd'hui, ce qu'il faut faire tout de suite, c'est de voter une loi d'amnistie. Je dis bien amnistie, et comme le dit M. Sosoubé, encore que vraiment j'ai été touché hein, par le récit, mais pas par ce qu'il me dit de ce qu'est l'exil. Vraiment, ça m'a beaucoup touché. Donc, effectivement, un exilé, ce n'est pas quelqu'un qui sort de chez lui avec, ce n'est pas le luxe. Hein. Curieusement, c'est ceux qui ont connu l'exil qui finalement se sont transformés, qui agissent comme ça aujourd'hui, mais c'est ça qui est paradoxal.
Donc, pour moi, il faut une loi d'amnistie générale, de sortir ces détenus politiques-là des prisons et finalement repartir sur de nouvelles bases. Ce n'est pas le fait qu'ils soient dehors qui empêche le régime de continuer, le régime en place de continuer. Donc, finalement, il ne faut pas que la situation perdure. Vous avez parlé des exilés politiques, vous avez parlé des gens qui sont exilés dans notre propre pays, qui ne sortent même pas. On connaît, on a des amis qui sont là dans le pays, là, mais ne peuvent pas sortir le jour, par exemple. Vous imaginez ça? Et on est revenu à des pratiques du temps, même que peut-être certains n'ont pas connu, même peut-être avant la Révolution, même, et du temps de la Révolution, où finalement on utilise la justice quand même pour interdire, pour dire que certains n'ont pas le droit de citer. Ce n'est pas normal. On est en 2023 et il va falloir que nous travaillions tous dans ce sens-là. Je crois que quand même, que ce soit les exilés, les détenus politiques, les pseudo-détenus, les gens qu'on a mis là pour des raisons politiques qui n'en sont pas, sont quand même prêts au dialogue. Ce que fait le professeur Joël Aïvo, et ce n'est pas quelqu'un c'est un début de discussion. Voilà, je vous dis, mais monsieur, j'en appelle à votre responsabilité. Je vous assure qu'on ne peut pas dire à quelqu'un de commencer à travailler plus que ça. Et c'est ce qu'il fait dans les vipages là. Voilà, j'en appelle à l'amnistie. Il n'y a que ça qui peut. Il n'y a pas, je ne sais pas si vous connaissez autre moyen, quoi. Parce que les gens ne peuvent pas quand même non plus perdurer là. Ce n'est pas possible parce que l'alternative au fait de se donner des coups de poing, c'est la discussion. Et la discussion, c'est l'amnistie. Merci. On peut dire les réalités dénoncées par Joël Aïvo, ces réalités sont connues, plus ou moins connues par les Béninois. J'ai un commentaire ici d'un internaute, je voulais partager avec vous. Il demande pourquoi le silence du clergé, des dignitaires et des autorités religieuses de notre pays face aux conditions de vie des prisonniers. Et pourtant, le mot fraternité fait partie de notre devise. Il s'appelle M. Sosten Adeosi. Pourquoi? On sait que les autorités religieuses ont pris quand même dans un passé plus ou moins proche, ont pris quand même une grande part dans la vie politique, dans la vie sociopolitique du Bénin. Pourquoi aujourd'hui ces autorités sont si silencieuses et qui ne prennent pas leurs responsabilités face à tous ces problèmes qu'on a relayés aujourd'hui ici? Monsieur Soussoukwe. Non, le pourquoi, c'est peut-être que le système qui est en place aujourd'hui ne leur permet plus de parler. Et ils sont obligés de se muer dans un silence pour observer également, parce que vous savez, et ceux qui sont là aujourd'hui, c'est tais-toi et je mange, et ils boivent tout ce qui se met au travers de leur chemin. Je ne sais pas si en temps les autorités religieuses également ont été menacées ou s'ils ont été interpellés pour ne plus réagir. Je veux donner un exemple dans ce sens. Le président Soglo, dans sa dernière lettre à Mme Adougou, a bien dit « et j'ai été abusé et j'ai fait des compromis. J'ai fait des compromis pour obtenir la libération de Réki Amadougou, de Joël Aïvo et de tous les autres détenus politiques. Mais malheureusement, je me suis rendu compte que, voilà, et pour le paraphraser, c'est un marché de dupes. Ça veut dire quoi? Et nous avons malheureusement aujourd'hui des gens qui sont au pouvoir, qui n'aiment pas qu'on parle. Lorsque vous dénoncez ou lorsque quelqu'un trouve que ce qui se passe n'est pas bien, on lui dit « tais-toi ». C'est-à-dire qu'il ne faut pas parler. Et on sait comment on veut agir. Non, ça ne se passe pas dans une république comme ça. Dans une démocratie, ça ne se passe pas ainsi. C'est-à-dire qu'il faut dénoncer. Il faut que chacun dise ce qu'il vit et de mauvais pour que les gouvernants puissent prendre le problème à bas le corps et le régler. Pourquoi est-ce qu'on peut demander aux gens de se taire alors que les gens souffrent? Je ne sais pas si le clergé et toutes les autres autorités religieuses ont été contraints et sont contraints au silence. Il faut leur poser la question. Je pense qu'ils sont à même de répondre à cette question. Et pour revenir un peu sur le document du professeur Aïvo, moi, avant de laisser Kassoubou parler, je voudrais rappeler une chose. Dans son document, le professeur a bien dit qu'il a, grâce à ses avocats, travaillé à la libération des détenus et qui sont dans les conditions qu'il a citées, surtout des gens qui ont été oubliés. Je pense que ce travail fait par le professeur, c'est le travail du ministre de la Justice. C'est pourquoi je reviens sur les propos et je pousse entièrement le point de vue de Kassoubou qui te demandait, mais lui prend l'argent pour jouer quel rôle finalement? Il faut que chacun joue le rôle pour lequel il est payé dans la République, parce que c'est notre argent, je suis contribuable béninois.
Et donc, c'est avec mon argent qu'on paie le ministre de la Justice. Il doit pouvoir travailler pour la République, il doit pouvoir travailler pour les Béninois. Et donc, au-delà du verbatim du professeur Aïvo, il faut que chacun se saisisse de ce document, il faut que chacun se saisisse du contenu pour dénoncer ce qui ne va pas dans notre pays. En fait, c'est cela qui fera que nous aurons une démocratie épanouie. C'est vrai qu'aujourd'hui, on fait tout pour tuer notre démocratie, mais nous ferons tout pour la ressusciter et lui donner de beaux jours. Voilà, merci. Sur la question de M. Adé aussi, on sait qu'en RDC, par exemple, Congo démocratique, le clergé prenait le devant des marches de protestation pendant longtemps. Est-ce que le clergé béninois, ou bien on va dire les autorités religieuses confondues, devraient prendre un peu plus une part importante dans la vie politique aujourd'hui au Bénin pour régler la crise politique? M. Kassoum. Merci, M. Jules Djassou. Je ne sais pas si c'est dans le thème pour lequel vous avez invité, mais je vais déborder un peu, même si je m'écarte un peu de ce que vous dites. Ouais, vous parlez d'autorité religieuse. Souvent, on enferme ça dans l'autorité religieuse, morale, et élargi un peu aux chefferies traditionnelles et tout. Dans nos contrées, dans nos pays, ce sont ceux-là qui font autorité. En temps, quand les choses allaient normalement, tout au moins, quand moi j'étais très jeune, je suis dans les années 90, pourtant je ne suis pas chrétien, je vous assure qu'il y a quelque chose, je ne sais pas comment les chrétiens appellent ça, les gens de l'église se retrouvent et ils font quelque chose qu'ils appellent un truc des prêtres là, ils donnent des avis. Je vous assure que les avis sont suivis en son temps-là, plus de 90%. Si ça a disparu aujourd'hui, ça montre qu'il faudrait interroger comment on en est arrivé là. C'est-à-dire, je suis convaincu, l'hypothèse que je formule, c'est que de compromission en compromission aussi dans certains siècles, et il faut se dire qu'est-ce qui s'est passé là. Je ne veux pas aller plus loin que ça, pour ne pas heurter des sensibilités et tout. Vous voyez, il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé là, dans ces siècles de pouvoir. Vous avez vu la fois passée. On dit que c'est des protestants qui se réunissent et qui en appellent au fait que l'autre a été un classique de pouvoir, a été loyal au chef d'État. Ouais, ça dénote de là où on en est arrivé de pourriture dans notre pays. Et ce n'est pas forcément la peur. Il ne faut pas penser qu'un pouvoir peut aller jusqu'à menacer le clergé, dire je vais fermer ton église, parce que l'église catholique romaine, c'est quelque chose qui existe depuis des années. Il peut dire, bon, ne claironnez pas, ne faites pas des prières à telle heure, oui. Maintenant, pour revenir à ces autorités morales qui sont dans nos villages, qui se disent, qui sont des chefs tête couronnés, avec tout le respect que je les dois. Je suis de Niki, je connais dans le monde bâtonneau et comment ça se passe, et je connais, j'ai fait le chute longtemps aussi, et interroger quelle est la qualité de ceux-là qui sont les rois aujourd'hui, les conseillers du roi, les dignitaires de la cour. Mais, attends, vous retrouvez un dignitaire de la cour qui en même temps est dignitaire de la cour d'un truc et en même temps qui a la Sénat, et par exemple. J'ai rien contre la personne, mais je le connais, je n'appelle pas de nom. Quelqu'un qui est dignitaire d'une cour qui a la Sénat, et qui est vraiment un grand chef de la Sénat. Qu'est-ce que vous voulez que... Ça, c'est des gens que je donne parmi tant d'autres. En son temps, c'est comme ça, finalement, vous allez remarquer que c'est nous autres là, les royautés, tout ça là, c'est des gens ordinaires comme nous sommes là. Et à la limite, c'est des gens, même d'autres, ils ont des 4x4, ils ont des salariés, et même le roi qui on le connaît, lui, c'est souvent un cheval qui la lève, il a des 4x4, à la fin des élections, autour des 4x4. Mais quand le truc devient comme ça, il n'y a plus d'autorité morale. Et ce qu'il y a, il n'y a que le peuple. Et heureusement que le peuple, il est plus nombreux que les politiciens. Et je n'irai pas dans le détail, c'est pour dire qu'il faudrait interroger la qualité morale de ce que nous appelons dignitaires. Je parle quand je parle de religion, je ne mets pas à part la religion musulmane, ni les vaudouisants et tout. Hein. Nous avons la chance quand même d'avoir une très grande unicité sociale entre ces religions-là dans notre pays. Mais il ne faut pas attendre de ceux-là aujourd'hui qui arrivent à résoudre le problème qui se passe là. Hein, ce qui se passe là aujourd'hui, c'est qu'il faudrait, je ne sais pas, et comme le président Kérékou, malheureusement, il faut le citer toujours, hein, c'est qu'il faut avoir le courage un jour de se lever pour dire, moi, je veux résoudre les choses comme un homme. Bien vrai que nous sommes dans un milieu de relation de pouvoir, que chacun arrive, il dépose ses arguments, tout ça. Sinon, pendant longtemps, le pouvoir en place, ça va vouloir utiliser la force. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils sont allés très loin. Quand un régime a tué, quand un régime a arrêté les gens, a exilé les gens, à un moment donné, pour s'arrêter, c'est très compliqué. C'est de l'intérieur que certains se lèvent pour dire, mais écoutez, arrêtons quand même, arrêtons cette affaire, sinon ça ne s'arrête pas. Or, nous sommes un pays pacifique, c'est-à-dire on ne va jamais se rentrer dedans, ça moi je suis très sûr.
Et si les gens ne s'arrêtent pas sur l'opposition pour dire, écoute, il faut les limiter cette affaire, ça ne se limitera pas. Si c'est les clergés là qui allaient résoudre ce problème il y a longtemps, qui l'ont résolu, et les notabilités là, il y en a parmi eux qui sont des salariés. Je suis désolé. Merci. Avant de vous laisser le mot de fin, je vais quand même partager rapidement 2 ou 3 commentaires parce que les internautes aussi participent à l'émission et puis vous pouvez conclure après ça. J'ai M. Adimi Michael qui dit « À chaque régime, on doit assister à des chasses aux sorcières. » C'est ce que M. Sosukwe disait tout à l'heure, où on est dans un cycle éternel de vengeance et de règlement de compte, qu'il faut mettre fin à ça. Monsieur Fall Boussari dit ceci, merci à Hugues Sosukwe et Michaela Kassoumon. Dans un régime de type stalinien, le point de vue du clergé n'a plus d'importance. La démocratie au Bénin relève désormais du passé. Donc, c'est le constat qu'il fait. Et enfin, un troisième commentaire pour terminer. Certains oublient, on dirait qu'on fait toujours la paix avec ses adversaires ou ennemis tôt ou tard et non avec ses amis. Et enfin, Bona, Tommy, il y a le peuple, comme tu dis, mais un peuple résilié fait le lit à l'oppression, malheureusement. Donc, voilà un peu quelques commentaires que je voulais partager avec vous. Donc, monsieur Sosukwe, après ce tour d'horizon de la lettre du professeur Joël Aïvo, quels sont vos mots de fin? Oui. Non, et je vous remercie. Et pour l'invitation ce dimanche, on se dit tout. Je vous remercie pour votre contribution également dans l'animation de la vie publique au Bénin. Je pense que cela participe et c'est une tribune qui participe à faire savoir tout ce qui se passe chez nous et à aussi voir les solutions qu'il faut proposer pour corriger un peu les dérives. Et c'est tout à votre actif et je vous en remercie beaucoup. Et par rapport au sujet en débat, et en ce qui concerne la lettre du professeur, je pense que c'est une lettre qui vient à point situer l'opinion nationale et internationale sur les conditions de détention de nos détenus et des détenus politiques. Donc, comme je l'ai dit depuis le début de cette émission, le professeur est allé au-delà de sa personne. Le professeur a fait la radioscopie de nos prisons et plus précisément de la prison civile de Cotonou. Et il a relevé 12 personnes, 12 détenus qui sont à la prison, pour certains 10 ans, d'autres 13 ans, d'autres 15 et d'autres 20 ans. Et je souhaiterais vivement que les associations de défenseurs des droits humains, et le ministère de la Justice, et Séverin Massime Quenom en l'occurrence, prennent la mesure de la situation et fassent libérer ces personnes, à défaut, fassent leur procès pour que ces personnes soient situées sur ce qui leur reprochait et leur peine à puger. Ensuite, je souhaiterais que le Bénin cesse de se ridiculiser par cette mesure de Covid qu'on prend pour empêcher les détenus politiques d'avoir des visites parce que ça ne répond à aucune logique. Et je pense qu'il est temps que ceux qui nous dirigent cessent d'infantiliser notre pays. Le Bénin n'a pas l'acte de l'arrivée du président Talon au pouvoir. L'acte de naissance du Bénin dépasse l'avènement du président Talon au pouvoir. On ne doit pas faire les choses comme si, voilà, le Bénin a commencé en 2016. Et les gens connaissaient le Bénin. Et le Bénin dont on est en train de faire la réputation aujourd'hui n'est pas intéressant. Lorsque vous êtes béninois, vous n'êtes plus fier de le proclamer. Les gens trouvent que comment on peut se laisser accuser jusqu'à ce niveau. Mais comme l'a dit Kassoum, nous sommes un peu pacifiques. Mais en ça aussi, il y a des limites à tout. Nous ne souhaiterions pas en arriver aux limites. Merci. Merci beaucoup, M. Sosukwe. M. Kassoum, votre mot de fin. À la suite, c'est la lettre du professeur Joël que vous nous demandez de commenter et d'analyser. À sa suite, moi, je trouve qu'il faudrait, j'en appelle aussi au fait que à la responsabilité du ministre de la Justice et qu'il assume loyalement les tâches que le pays lui a confiées. C'est parce que le ministre de la Justice, là, ce n'est pas seulement pour le chef de l'exécutif, hein, c'est pour le Bénin, en fait. Hein, il va falloir qu'il assume pleinement son rôle et loyalement et sans verser dans la vengeance, et comme il le fait là, parce que ce qu'il fait là, c'est de la vengeance. De terre à terre, il va falloir quand même, à un moment donné,
et qu'il ne fonctionne plus comme ça. Et par rapport à ces détenus, et que le professeur Joël, effectivement, arrive à citer, il faudrait que quelque chose commence tout de suite, quand même, pour montrer qu'il est en train de travailler. Et derrière aussi, qu'il cesse quand même, qu'il aussi améliore les conditions de vie des détenus politiques. Parce que, qu'on le veut ou non, il peut utiliser tous les qualificatifs qu'il veut. Et pour le peuple, pour tout le monde, c'est les détenus politiques qui sont, c'est les otages politiques qui sont entre leurs mains et qui commencent même à devenir même encombrants. Parce que moi, je n'ai jamais vu quelque chose qui s'est passé depuis quand même, je suis plus quand même un gamin. La fois passée, je vois une d'un quotidien au Bénin, c'est 2 prisonniers politiques notoires qui font la une d'un quotidien du Bénin. Ah, mais ça montre qu'on a un problème. Et encore que avec un régime comme ça, et c'est des otages politiques qui font la une des journaux, et ça commence à... Et les qualités, les réflexions que les gens vous font, c'est des réflexions de grande qualité. Donc, à un moment donné, il va falloir les sortir de là. Et ça passe par l'amnistie que moi, je pense que c'est la seule voie pour les sortir de là. Le ministre de la Justice, quand même, doit prendre ses responsabilités et il faudrait qu'il les prenne quand même tout de suite. C'est mieux, c'est lui qui est concerné. Hein, c'est lui qui a la manœuvre. Hein, c'est l'avocat de Talon et c'est lui qui est chargé, qui se donne le rôle quand même de maltraiter. Hein, c'est lui qui transforme nos prisons en lieu d'indignité. Et ce n'est pas digne du Bénin, ce qu'on lit là. C'est franchement pas digne du Bénin. Et comme dit M. Soussoupé, et nous sommes comme le Bénin qui a expérimenté quand même la démocratie pendant un temps. Et le problème que ce régime a, c'est que les Bénins d'un certain âge connaissent autre chose. Et il ne faut pas penser, on n'efface pas ça de leur tête comme on efface sur un tableau noir des traces de craie. Voyez-vous. Et il va falloir que dans ça, l'opposition, il ne faut pas négliger le rôle de l'opposition, de la société civile, comme le dit aussi M. Soussoupé, et tout cela, c'est maintenant qu'il doit rentrer dans la danse. Et aussi, ceux qui sont des exilés politiques, et tout ça, et il faudrait qu'ils donnent de la voix. Ce n'est pas en se taisant que ça va se résoudre. Et quand on parle de soi, ce n'est pas forcément de soi qu'on parle, mais c'est de tout le monde qu'on parle. Et c'est ce que le professeur Joël Aïvor, il a été le porte-voix de tous des exilés, des prisonniers politiques, surtout de ces jeunes-là qui sont arrêtés, que personne s'en soucie, s'en fout complètement de ces jeunes-là. Tout ça, c'est à leur nom que parle le professeur Joël Aïvor. Je vous remercie, je remercie M. Soussoupé, et je vous remercie M. Jules Dossou aussi pour l'invitation, et je remercie aussi vos téléspectateurs. Merci. Merci beaucoup. Nous avons reçu pour vous M. Michael Akasoumon, sociologue et analyste politique, et M. Hugues Soussoupé, qui est un journaliste et militant des droits humains. Avec eux, nous avons analysé la lettre du professeur Joël Aïvor. Grâce à nos 2 invités, on a quand même compris que la lettre ne se limitait pas à la personne du professeur Joël Aïvor, mais elle allait au-delà de ça. Elle parlait de la vie carcérale et des conditions de vie vraiment précaires de plusieurs prisonniers. Merci vraiment pour votre disponibilité. Oui, M. Soussoupé, vous voulez passer Jules Dossou, avant que... Excusez-moi, j'ai envie de recevoir un message où on me dit que, vous voyez, on me dit un prisonnier est décédé hier à la prison civile de Missoté au diabète, une personne âgée. On m'a donné son nom. Hein. C'est pour vous dire, ça revient ce qu'on est en train de dire. Ça revient ce qu'on est en train de dire. Comment est-ce qu'on ne peut pas permettre à des prisonniers d'avoir accès aux soins facilement parce que Mme Rekia Madougou aussi l'a fait savoir, qu'on empêche de faire son check-up et recommandé par son médecin. Voilà, je voudrais ajouter cette parenthèse parce que ça venait à point dans l'émission. Exactement. Ça me permet aussi, sur une vidéo que j'ai trouvée sur votre page, où il semble un magistrat de la Criette avait refusé aussi à un présumé, parce que la personne n'a même pas encore été jugée, avait refusé à un prévenu qui devait aller prendre des soins, qui faisait un faux malade. Donc au Bénin, actuellement, les gens se donnent tellement de tous les pouvoirs, même les magistrats se transforment en médecins, en psychologues, en psychiatre pour savoir ce que chacun ressent. Donc la situation est vraiment délicate. Le problème est plus profond qu'on le pensait. Donc, voilà un cas concret qu'on voit, qu'on vient de partager avec nous. Donc, je disais tantôt, je vous remercie quand même de votre présence et je remercie aussi les internautes. La semaine prochaine, on va aborder un sujet qui n'est pas politique. Pour ceux qui sont intéressés par la transformation des produits locaux au Bénin et leur valorisation, ils peuvent prendre le rendez-vous. Nous allons recevoir
si tout marche bien, le docteur Franck Ongbete, qui viendra nous parler de ces produits et comment on peut mieux valoriser ces produits. Donc, merci beaucoup à tous et puis on se donne rendez-vous très prochainement.